il y a trois éléments, il y a trois étapes. Il y a celle des faits, l'ahdath. Et puis il y a celle des positions. Les gens prennent position vis-à-vis de ces faits. Et puis il y a ceux qui tirent la morale ou des enseignements de cette révolution. Alors, les premiers, il faut les confier, ça veut dire la validation des faits, il faut la confier aux historiens. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont neutres, ils sont objectifs, ils disposent de tous les éléments et de tous les instruments pour à la fois recueillir à sa source l'information et pour la valider d'une façon neutre et objective. Alors, si vous voulez lire l'histoire, il faut la lire d'une façon objective, il faut la lire auprès des universitaires, des historiens. Très important. Et rien n'a été censuré. Ils ont tout écrit. Parmi ceux-là, ceux que je peux recommander, nous avons Mahfoud Kaddesh en français sur le nationalisme algérien, et nous avons également Mohamed Harbi sur aux origines du FLN, et nous avons en arabe Tarikh al-Haraka al-Wataniya le Mouadikh Abou Qasem Saadullah. Ce n'est pas exclusif, mais c'est juste à titre indicatif. Maintenant, il faut toujours prendre conscience que l'histoire, elle est faite par des hommes. Et pour des hommes. Et des femmes aussi. Non, les hommes, c'est grand âge. Ça veut dire ça, l'humain, ça comprend l'homme et la femme, bien entendu. Nous ne sommes plus à l'ère d'exclure quiconque. Elle est incluse. Donc, alors, je disais donc qu'elle est faite par des hommes grand âge, elle est faite pour les hommes, elle est faite sur un terrain humain. Par conséquent, avec des enjeux aussi lourds, aussi profonds, aussi épineux, aussi complexes, on ne peut éviter la divergence d'esprit et de position. حاجة طبيعية في المجتمعات أن يكون فيه تصدر فيها اختلافات في الرأي أو في المواقف. Alors maintenant, prendre position à l'égard d'une telle ou telle autre position, la reproduire des dizaines d'années plus tard pour reproduire la chicane et profiter de l'histoire pour des règlements de compte idéologiques, c'est ce qui n'est pas admissible. C'est ce qui est toxique, c'est ce qui est néfaste. Malheureusement, ça existe, ce genre d'attitude, ce genre de tendance existe beaucoup. Des gens qui profitent de la moindre occasion de parler de l'histoire juste pour rabâcher des positions qui ne sont pas les leurs. Ils en prennent position d'une façon dogmatique et puis ils reproduisent ces chicanes. Ils viennent donc dans toutes ces manifestations pour assurer le règlement de compte idéologique. Il faut la combattre. Maintenant, il y a une troisième étape de l'histoire. Il y a la morale de l'histoire. Chacun, qu'est-ce qu'il peut tirer de cette histoire comme enseignement? Dans quel but? Alors, il y a le but constructif, il y a le but destructif. Le but constructif, c'est de faire de l'histoire une source pour aller de l'avant, pour le progrès, pour l'unité. C'est ça la beauté, ce que j'appelle la beauté de la morale de l'histoire. Et de ça que nous allons parler, et de ça que nous allons ne pas cesser d'en parler, et surtout de communiquer cette beauté de l'histoire, cette morale de l'histoire, de la transmettre aux futures générations, les générations d'enfants qui sont nés en exil, de façon à leur faire aimer non seulement le livre, mais leur culture, non seulement leur culture, mais également leur histoire, et de leur faire également, de développer en eux les valeurs de la révolution. Et nous allons voir quelles sont ces révolutions. Faut que
أتمنى تكمل رسالتك باللغة العربية لأنه كل الموجودين عرب بيعرفوا. والله غير في خاطرك. عشان أسمعك. خلاص في خاطرك، والله غير في خاطرك، قاعد تفهموا العربية. لنا خلاصة بالعربي. ندير الخلاصة بالعربي. ندير خلاصة بالعربي. خلاصة على الأقل. الخلاصة. طبعا donc pour la révolution, je vais la dire en 3 mots, une perspective historique de la révolution. La révolution algérienne a duré 132 ans. C'est un mot facile à articuler. Mais dans les faits, chaque seconde passait comme un siècle. Vécu comme un siècle par rapport aux gens qui vivaient sous le bombardement, sous les pluies de bombes, dans les incendies, dans les famines, dans la déportation. هذو كانوا عايشين كل ثانية في الحروب تعاش بمقاسي آلاف السنين لأنها تحت العذاب، لأنها تحت القهر، لأنها تحت القنبلة، لأنها تحت التهجير وإدلال الإنسان. C'est pour cela. C'est. والله donc, juste pour revenir aux 132 ans. Alors, les 132 ans, on va les diviser en 3 temps. La révolution en 3 temps. La première a duré 70 ans, de 1830 jusqu'à 1919. Ce qu'il y a eu pendant cette période, c'est que les Algériens ont essayé de combattre du mieux qu'ils pouvaient et du peu qu'ils avaient une armée impériale. C'était l'empereur Bonaparte. Macron, c'est un empire, l'empire français. C'est l'empereur Bonaparte qui dirigeait donc c'était des combattants avec la foi surtout. Mais du point de vue de l'armement, c'était avec les moyens de bord, avec leurs chevaux et leurs fusils de chasse. Donc c'est la période des insurrections populaires. C'est cette période. Or, elle a terminé par quoi? Ils ont vécu l'enfer par la France. Toutes les formes de torture, toutes les formes de massacre, les bombardements, incendier des villages, incendier les récoltes pour créer des famines. Et en bout de souffle, la déportation forcée vers la Nouvelle-Calédonie, vers le Moyen-Orient, etc. 70 ans. Pensez-vous qu'ils ont lâché? Non. Et c'est ça ce que j'appelle la leçon, la morale de la résilience. صمود شنو هي؟ هي كتهبط في المنحدر، من المنحدر تستقي قوة تعاود تطلع بها. C'est cette faculté, cette capacité de se régénérer une force une fois arrivé au fond du gouffre. C'est ça son modèle, il y a la résilience. Et c'est la première leçon. Donc, ils ne sont pas arrêtés au bout de 70 ans. بعد 70 سنة هنا الثورة في 3 مراحل. المرحلة الأولى 70 سنة وهي الثورات الشعبية. بما أوتوا من قوة ضعيفة حاول الجزائريون في هذه الثورات الشعبية أنهم يقاوموا أمبراطورية. فحرقوا وهجروا نفس الشيء اللي يقع الآن في فلسطين. C'est pour ça que je me pose la question, pourquoi on n'a pas qualifié ceci de génocide? Et c'est un vrai génocide. Mais ils n'ont pas baissé les bras. لكن ما انتهوش. بعد 70 سنة ما انتهوش. Au bout de ces 70, ils vont encore reprendre le souffle avec une nouvelle force et ils vont amorcer le combat politique qui va durer 50 ans, de 1919 à 1954.
par le petit-fils de l'émir Amir Khalid, Harakat al-Amir Khalid. Il a toujours posé la même question que je me pose. Ces Algériens qui étaient privés de l'enseignement par la France, à part l'enseignement traditionnel d'Al-Mahadir ou le Madaris, où est-ce qu'ils ont appris à organiser des partis, à organiser des manifestations, à fonder des organes de presse, à écrire, à rédiger d'une façon éloquente. Ça également, ça rentre dans la résilience, dans la détermination, donc ils ont appris. Ils ont appris. Donc l'intelligentsia algérienne a appris sur le tas en matière de combat politique. Alors de 1919 à 1954, ils n'ont cessé de frapper à toutes les portes, organisations de partis, fondations de partis, des alliances. Quelque chose d'extraordinaire. La révolution a pu réaliser vraiment des miracles. Ils ont fondé des organes de presse. Deuxième. Alors, la presse, les manifestations, les pourparlers, les négociations, ils ont tout essayé. Il aurait fallu de deux événements pour que les Algériens, une fois de plus, allaient passer à une autre étape. Il y a eu deux événements. 8 mai 45, le massacre de 8 mai 45, et puis, lorsqu'il y a eu en 1948, le droit était ouvert aux Algériens de participer aux élections de l'Assemblée algérienne. Encore là, ils étaient divisés en deux collèges. Le collège des Français, le collège des indigènes. Les indigènes, tous les Algériens n'avaient le droit que peu de sièges. Donc il y avait cette discrimination, même en matière de droit. Et c'est là où les Algériens ont été convaincus, ont compris qu'ils ne peuvent obtenir l'indépendance qu'en passant à l'autre étape, l'étape de la libération armée. C'est ainsi qu'ils vont passer à la révolution armée. Et c'est le 1er novembre, durant 7 ans seulement, ils ont récolté quelque chose de magnifique, l'indépendance. Quelle morale peut-on tirer de celle-ci? L'unité fait la force. Ils étaient divisés en un groupe de partis, d'idées très divergentes, même s'ils étaient tous d'accord sur la lutte contre la colonisation, mais la finalité ou la forme, chacun avait une façon, une conception. Mais il aurait fallu que le 1er novembre soit déclenché pour que tous les partis, tous les Algériens, avec toute tendance confondue, s'inscrivent dans le même objectif, la lutte armée jusqu'à l'indépendance. Donc on garde la résilience, c'est son mot. On garde également la détermination, l'azima, et on garde l'unité, le wahda. Et il y a l'état de combat. Voici ce qu'on peut tirer de la révolution algérienne. Je termine avec juste un mot, parce que j'aimerais qu'à chaque salon, on va essayer également d'ajouter un volet. Alors, le volet que je voulais ajouter aujourd'hui, c'est de dire que 1830, on était au début du XXe. Au début du XXe, on était à peine toujours dans l'ambiance de la révolution industrielle, qui est issue pratiquement de la révolution cartésienne. Donc, la primauté durant cette période, c'était au savoir, le maître. C'était l'époque où on créait des universités, on rédigeait des encyclopédies, etc., etc. Donc la primauté était à la connaissance, à la science et à l'apprentissage. Alors, le colonialisme n'a pas hésité à faire recours au savoir pour
légitimer son action. C'est pour ça que le colonialisme, pour justifier, faire avaler son action, il parlait d'une action civilisatrice. C'était une façon de légitimer. Et il s'est appuyé de quoi? Du savoir. C'est pour ça qu'ils ont créé, c'est aux origines de l'ethnologie et de l'anthropologie sociale, il y avait ça. Ils ont créé l'ethnologie au service du colonialisme, celle-ci, imprégnée de la logique de l'époque, le déterminisme matérialiste de l'époque. Ils se sont servis de l'ethnologie qui, elle, allait s'occuper de l'étude des sociétés, surtout des sociétés primitives. Le primitif, pas primaire, primitif, qui à peu près comportait un sens péjoratif. C'est ce qui opposait également, ça s'oppose aux sociétés modernes, civilisées. Alors, il fallait assimiler ces sociétés primitives, dans ce sens, à un corps humain, lui appliquer les règles de la biologie et de dire que, au même titre que l'enfant, que l'être humain passe par des étapes dans son processus de croissance, les sociétés enfants autant. Donc il y a un âge où l'enfant est bébé, il a besoin d'un tuteur, il a besoin d'aide, il a besoin de soutien, il a besoin de quelqu'un qui lui apprend comment faire les choses. Et puis il passe d'une étape à l'autre jusqu'à maturité. C'est exactement le même plan, le même processus qui allait être appliqué aux sociétés humaines et de faire une classification des sociétés humaines en disant voici des sociétés qui sont à l'âge enfant, par conséquent ont besoin de tuteurs, et voici des sociétés mûres à maturité, adultes, qui elles se font le devoir d'éduquer les sociétés enfants. C'est de cette façon que l'anthropologie et l'ethnologie sociale sont apparues au service du colonialisme. Bien, je vous remercie beaucoup. juste تكلمنا على الثورة الجزائرية على أنها أولا ليست فقط جزائرية بل هي مصدر استلهام إنساني فيما يخص معركة الكرامة، معركة الحرية، معركة السيادة. شفناها في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى قلناها هي الشعبية ونختمها بالصمود. ثانيا مرحلة 50 سنة من الكفاح السياسي، وتليها لمدة 7 سنوات مرحلة الكفاح المسلح. في المرحلة الثانية شفنا العزيمة لا ديتيرميناسيون هي التي كانت الوقود لتحريك تلك الحركة ولتحفيزها. بالنسبة للمرحلة الثالثة خلال 7 سنوات بماذا نجحت؟ بالاتحاد، في الاتحاد قوة. رغم كل المنتوج السياسي الجزائري بكل أطيافه، قدرت أول نوفمبر أول رصاصة طلعت قدرت توحد كل هذه الأطياف بغض النظر عن اختلافها وتوحدها في هدف واحد وهو الاستقلال. تكلمت كذلك على أن التاريخ يتشخص في 3 مواقع. في الأحداث، والأحداث لا يؤكدها غير المؤرخ، مش أي واحد يجي يتلاعب بالأحداث لأنه عنده أدوات. ثانيا عند المواقف من الأحداث لأنه تاريخ لإنساني وفاعله إنسان وفي ميدان إنساني وبشري، فالاختلاف فيه طبيعي. إلا أنه إعادة إنتاج تلك الاختلافات بعد سنين للمواجهات الدغمائية والمواجهات الإيديولوجية بين الأشخاص، هذا ما عندوش معنى نحطموا أرواحنا بالتاريخ.
هذه المرحلة الثالثة هي دروس التاريخ، ماذا نستقي منها كدروس من أجل التقدم إلى الأمام، من أجل الرقي ومن أجل البناء. لذلك اخترت أنايا أننا نتكلم عن الدروس، واستقينا منها طبعا قيم الصمود، قيم العزيمة، وقيم الوحدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.